Alors bonjour, je suis Brigitte Villatel, chargée des collections de livres d'artistes à l'Alcazar. Je vous remercie de votre présence et de venir découvrir cette magnifique édition originale du Gardeur de troupeaux de Pessoa, parue en 2020 aux éditions Léal Torres, que nous venons d'acquérir cette année. Avec l'éditrice Priscilla Léal Torres, nous avons souhaité cette rencontre à l'issue de cette acquisition. Hélas, Madame Léal Torres, retenue pour des raisons personnelles, ne peut être présente aujourd'hui et s'en excuse auprès de vous. Ce gardeur de troupeaux est le premier livre édité par sa toute jeune maison d'édition, située à Mougins dans les Alpes-Maritimes. Mais je laisserai aux trois intervenants réunis ici le soin de vous conter cette magnifique aventure de leur point de vue, celui de l'artiste Gérard Tracandi, du traducteur Patrick Quillier et de la fabrication avec Bruno Bonabri-Duval. Si vous le permettez, un remerciement particulier à monsieur Gérard Tracandi qui a permis que ce livre d'artiste puisse prendre place dans les collections de l'Alcazar dans les limites de notre budget. Quelques mots aussi pour signaler que cet ouvrage remarquable fait sens et écho tant dans nos collections de livres d'artistes que dans celles des fonds littéraires méditerranéens rattachés aux fonds patrimoniaux de l'Alcazar. S'agissant de bibliophilie contemporaine, le fonds a été créé en 1984. Il regroupe une collection d'ouvrages rares, de livres-objets et de livres d'artistes, environ 2000 ouvrages. Aujourd'hui, notre politique d'acquisition se poursuit autour de trois axes: la Méditerranée en tant que sujet, la production d'artistes marseillais ou issus de la Méditerranée, des tirages originaux d'éditeurs régionaux ou ancrés en Méditerranée. Cette nouvelle acquisition s'y inscrit admirablement. Quant à cette œuvre de Pessoa, le gardeur de troupeaux, elle a été écrite en 1914, traduite en français pour la première fois en 1933 par Pierre Ourcade, et nous avons la chance de posséder les extraits publiés dans le numéro 147 de janvier 1933 de l'emblématique revue des Cahiers du Sud de Jean Ballard. Vous pourrez venir consulter les extraits des poèmes qui ont été publiés en 1933 et également une édition originale de la traduction réalisée par Armand Guibert en 1960 qui porte une dédicace de Guibert à Jean Ballard. Je vous la lis car elle est touchante. À Jean Ballard, méditerranéen, ce poète bien connu de lui depuis 1930, qui incarne le génie atlantique, avec mon souvenir amical d'Armand Guibert. Sans plus attendre, je cède la parole à Bruno Bonabri-Duval et vous remercie. Bonne découverte. Vous avez un micro ? Bonjour. Priscilla m'a demandé donc de lire un petit texte qu'elle m'a envoyé cet après-midi. Et nous sommes évidemment tous déçus, mais surtout elle, de pouvoir être parmi vous et vous prie de bien vouloir l'excuser. Avant tout, je lis son texte. Avant tout, je remercie Pierre Chagny, directeur de l'Alcazar, Brigitte Villatel, ainsi que toute l'équipe de la bibliothèque de l'Alcazar, de me donner l'opportunité de partager cette édition du Gardeur de troupeaux de Pessoa, qui compte tant pour moi, elle, qu'il est le premier livre des éditions Léal Torres et qui est ma toute jeune maison d'édition. Depuis, une édition rare des Signes sauvages de Kenneth White a été publiée, donc son deuxième livre en tant qu'éditrice, et d'autres projets sont en cours. Donc une maison active. Le Gardeur de troupeaux était le premier. Je suis heureuse d'avoir collaboré avec les artistes, auteurs, fabricants et tous les corps de métier qui m'ont accompagné donc depuis le début de cet ouvrage et je les remercie pour cela.
car c'est bien de cela qu'il s'agit, donc un livre d'artiste, une rencontre entre un auteur et un artiste, bien sûr, qui vont penser le livre, également une rencontre entre l'éditeur, l'artiste et l'auteur, enfin une rencontre entre l'artiste et les artisans. Le gardeur de troupeau est donc une rencontre entre les arts et les mots, et Gérard Tracandi et Alberto Cairo chantent tous les deux la beauté du monde dans ce livre. Pourquoi avoir choisi cette œuvre de Fernando Pessoa ? Le gardeur de troupeau est un recueil de poèmes d'Alberto Cairo, qui est un des hétéronymes donc, de Fernando Pessoa, et même l'hétéronyme maître de Pessoa, dans lequel l'auteur nous incite à faire table rase de tout ce qu'on a pu penser, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on a appris, afin d'adopter un regard inaugural sur le monde et à retrouver justement un sens à ce monde. C'est un texte positif qui tranche avec le reste de l'œuvre de Pessoa. Et ce rapport au monde, aux choses, à la nature me semblait intéressant, mis en parallèle avec l'idée d'émerveillement présente dans la peinture de Gérard Tracandi. Une fois ce texte choisi, les premiers échanges avec Gérard, très tôt est arrivée l'idée d'une nouvelle traduction, toujours dans cette idée de dépouillement, de table, de recommencement, non pas pour faire mieux, mais pour une écoute neuve et au plus près des vers d'Alberto Cairo, traduction qui a été confiée avec bonheur à Patrick Quillier. Quelles sont les personnes qui ont participé à la création de ce livre d'artiste ? Gérard Tracandi, bien sûr, qui a aquarellé chacun des 30 exemplaires, et dont le regard esthétique a guidé chacune des étapes de la fabrication. Patrick Quillier, poète merveilleux, traducteur de Pessoa pour la Pléiade, et qui a réalisé pour cette édition une nouvelle traduction de l'œuvre de Pessoa. Avant de lire certains poèmes, il nous dira quelques mots sur Alberto Cairo et sur la démarche qui a conduit donc sa nouvelle traduction. Bruno, donc moi, qui a une connaissance approfondie des arts et des métiers du livre, car un livre d'artiste comme Le Gardeur de troupeau, c'est aussi l'ensemble des savoir-faire et des artisans qui ont participé à la création de ce livre et qui lui ont donné une consistance physique, un toucher, un poids, une matière. Je pense au Moulin du Verger, par exemple, qui a fait le papier, à la relieuse, à l'ensemble des artisans de l'Imprimerie nationale, puisque le livre a été réalisé à l'atelier du livre de l'Imprimerie nationale. On en parlera tout à l'heure, mais aujourd'hui, Priscilla Leal Torres donc, se réjouit de vous savoir en compagnie de Gérard et de Patrick, qui vont prendre la parole maintenant pour vous parler de leur expérience à travers ce livre. Et elle vous souhaite, et je vous souhaite, de passer un bon moment. On va peut-être envoyer un petit film avant. Excuse-moi, pas Gérard. C'est l'émotion. Il y a un petit film qui va vous être projeté tout de suite. Dans 5 minutes, Gérard prendra la parole. Excuse-moi, Gérard. J'ai choisi Le Gardeur de troupeau d'Alberto Cairo en premier livre de ma maison d'édition parce que l'auteur nous invite à regarder le monde comme si on n'avait jamais vu, comme si on venait de naître, ce qui implique un abandon au monde et une confiance au devenir. Et c'est cette dualité première fois devenir que je trouve intéressante pour le lancement d'une maison d'édition. C'est magnifique. Je me souviens du premier déjeuner que j'ai fait avec Gérard et je lui parlais de Fernando Pessoa et d'Alberto Cairo en particulier. Et tout de suite, il était très emballé par le projet. C'est Gérard qui a proposé d'intervenir directement sur les livres. Et je crois qu'après, il s'est rendu compte du travail que ça a représenté. Cet état d'esprit qui est celui du gardeur de troupeau, il était assez parallèle à ce que j'étais en train de faire. Et bon, de fait, ça ne m'a pas semblé un exercice extrêmement difficile, quoi. De toute façon, faire une aquarelle, ou faire un tableau, ou faire un dessin, ça se joue dans cette complexité-là, quoi. Chercher un moment où c'est juste, quoi. Je m'étais mis à l'aquarelle, ça faisait très très longtemps que je n'en avais pas fait. Et quand Priscilla m'a fait cette proposition, j'ai dit c'est aussi bien de travailler directement dessus. Ce sera assez joyeux, ça va me plaire. C'est un bel exercice en fait. Il y a quelque chose
dans ce texte et qui me parle énormément. Il est à la fois rustique, il a un côté primitif, et pourtant sa pensée est très très sophistiquée. C'est à la fois simple, brute, et une pensée qui finalement est plus complexe qu'il n'y paraît. Patrick Hillier est traducteur de Fernando Pessoa pour La Pléiade. Il respecte et il transmet le langage rocailleux propre à Alberto Cairo. Gérard Tracandi a toujours eu le souci de retranscrire les sensations que lui procure l'observation de la nature. Et dans cette nouvelle traduction, j'ai souhaité entendre au plus juste le ruisseau rocailleux constitué par ce que Cairo appelle la prose de ses vers. Meto-me para dentro e fecho a janela. Trazem candeeiro, dão-nos as boas noites e a minha voz contente dá as boas noites. Le papier qui devait être aussi bien adapté à l'aquarelle qu'à la typographie a été confié au Moulin du Verger de M. Brijoux, maître d'art et papetier. La composition main pour le texte en français et la composition mécanique pour le texte en portugais, la reliure en cuir et le boitage. L'atelier du livre d'art et de l'instant de l'imprimerie nationale préserve un savoir-faire des techniques depuis des siècles. Il y a deux contraintes. Il y a celle du texte, être plutôt parallèle au texte que collé à lui. L'autre difficulté, c'est de trouver sa place dans la page, et le texte étant là, l'accompagner, ne pas l'écraser par trop de couleurs, et ne pas non plus être écrasé par lui, quoi. Donc c'est ce rapport des vides et des pleins qui est quand même le principe même du peintre, quoi, de s'occuper de ces affaires-là. Il faut essayer de se raccorder comme ça et d'essayer de trouver une musique, non seulement page par page, mais au-delà de ça, il faut essayer de trouver une musique qui a eu du début à la fin du livre. C'est peut-être ça le plus difficile. En fait, on met une partie, quelques notes, alors qu'en fait, il faudrait jouer tout le morceau. Et c'est peut-être ça la plus grande difficulté, en fait. Quand je peins, j'essaye de peindre comme si le gardeur de troupeau faisait de la peinture, quoi. J'essaie d'être aussi simple que lui, aussi primitif, immédiat, etc. Bon. J'adore cette page. Il s'approprie le livre et il s'approprie le texte. Et c'est vraiment ce que j'aime dans le travail de Gérard, c'est l'idée d'émerveillement. On est tous... il y a une peinture qui fait du bien. Ça marche là? Ouais, ça marche. Bon, je ne sais pas par quel bout commencer. Si la première fois qu'on m'a parlé de ce livre, c'était là-bas à Montsartou. C'était le père de Priscilla qui s'appelle Jean-François Torres qui m'a dit il faut absolument que tu fasses ce livre, etc. Et j'ai un peu lu Pessoa que je ne connaissais pas quasiment. Mais je suis allé donc acheter un livre contenant les poésies de Pessoa, mais c'est pas toujours du tout la même chose, quoi. Et j'ai pas commencé par le gardeur de troupeau, et je me suis dit non, ce truc-là, c'est pas pour moi, quoi. Mais quand j'ai lu le gardeur de troupeau, alors là, j'ai mesuré l'écart qu'il y a entre certains de ces textes, quoi. Et celui-ci, il est vraiment particulier parce que il est d'une exigence folle, en fait. Mais je le dis aujourd'hui, au début, je ne réalisais pas l'exigence de l'affaire. Parce que, je ne sais pas, à un moment donné, il dit ma métaphysique, c'est de vivre sans penser. Oh, vous voyez, la barre, elle est là, quoi. Alors moi, j'aimerais bien peindre sans penser, j'aimerais bien faire ce que dit Cairo, sauf que je ne sais pas si j'y parviens. Mais, et si j'avais réalisé à quel point l'exigence de ce texte était forte, peut-être que j'aurais hésité. Bon, j'étais un peu naïf, j'y suis allé. Et puis maintenant, une fois que j'ai commencé, il fallait essayer de s'y tenir, quoi. Voilà. Donc j'ai essayé, je dis bien essayé,
parce que arrivé dans le livre, c'est arrivé après le travail des autres. Donc, moi, par exemple, la traduction de Patrick Quillet, c'est la première fois que je lis un texte dans 3 ou 4 traductions, je crois que j'ai dû lire, parce qu'au début, je ne l'avais pas lu, celle de Patrick. Et j'en avais lu d'autres dans d'autres éditions. Je n'avais même pas lu celle de la Pléiade. Et j'ai vu à quel point, lui, il avait réussi le truc après. C'est-à-dire comment il était passé d'une écriture assez... Enfin, de certaines traductions assez très belles, mais assez sophistiquées, à celle qui nous rend ici. Et qui donne au texte, enfin moi je trouve, toute sa puissance. Et au fond, c'est le même exercice auquel j'étais confronté, sauf que bon, moi c'était avec l'aquarelle. Et quand dans le film je dis je voudrais peindre comme le gardeur de troupeau, bon, c'est des paroles, hein, parce qu'après je ne suis pas le gardeur de troupeau. Mais c'est comment se mettre dans cette situation. Et c'est là qu'était la réelle difficulté, je crois, de ce travail. Alors après, bon, ouais, je fais de mon mieux. Ouais, c'est ça que je pourrais dire. Après, quoi dire d'autre? Bon, après, il y a toute la partie dans laquelle moi je me suis beaucoup impliqué, c'est la partie fabrication. Moi, je suis plus attaché en général dans le travail au comment qu'au quoi. Moi, comment c'est fait, ça m'intéresse souvent beaucoup plus que ce que ça représente ou quoi. Enfin, vous savez, cette histoire, la forme, le fond. Moi, je suis plutôt du côté de la forme, mais en fait, je crois que la forme et le fond, c'est la même chose. Donc, comme disait l'autre, hein, c'est le fond qui remonte à la surface, la forme. Et donc, je me suis attaché à toutes d'autres étapes qui ne me concernaient pas directement. Et on a beaucoup travaillé au départ avec Priscilla et avec Bruno pour se poser justement toutes les questions de comment est la boîte, comment est la couverture, en quelle matière ça se fait, quelle est la typo et le papier. Alors le papier, moi j'avais eu une expérience très très intéressante avec monsieur, comment il s'appelle, Bréjou, avec Bréjou. Parce que avec Bréjou, j'ai fait un livre en filigrane. J'avais fait un livre en filigrane, grâce à lui, hein, parce que moi, j'avais rien fait, puisque le livre est en filigrane. Je lui avais donné des macules en cuivre, et lui, il a fabriqué le papier sur ces macules en cuivre, ce qui fait que le texte apparaît dans la lumière, quoi. Il faut le regarder dans la lumière pour le lire. Et connaissant Bréjou, je me suis dit, tiens, Bréjou, peut-être qu'il va nous faire un papier aquarelle qui est une certaine qualité et pas ce à quoi on est habitué quand on regarde des aquarelles. Enfin, je voulais du papier aquarelle comme avaient les peintres du 19e, on ne le trouve plus, ce papier-là. Donc j'ai demandé à Bréjou de le fabriquer. Au début, il a raté son coup, il n'était pas assez gélatiné, ça bavait partout, c'était épouvantable. Et puis petit à petit, voilà, c'est tout ça aussi, le livre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette part extrêmement spirituelle, enfin, je pense, du texte de Cairo, et puis il y a une partie extrêmement matérielle, quoi. C'est fait avec des choses, quoi, les livres. Il n'y a rien de moins virtuel que ça, quoi. Et de s'occuper de toute cette partie-là du travail, ça a été aussi extrêmement passionnant. Voilà, après, bon, le résultat est là, je vous laisse juge, hein, de considérer ça avec intérêt, voilà. C'est tout. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, sauf que peut-être après, si on passe aux questions, moi je veux bien répondre à des questions, s'il y en a tout à l'heure. Non? Voilà. Après. Et je passe la parole à Patrick. Alors merci aux intervenants précédents. Je vais essayer de m'inscrire dans leur continuité. C'est-à-dire, vous avez fait référence, madame, à l'historique, hein, de ce livre, à la traduction de 3 ou 4 textes extraits de ce livre dans la revue Les Cahiers du Sud par Pierre Ourcade, qui était un ami de Pessoa, qui dirigeait l'Institut français à Lisbonne à l'époque. Et donc, c'est la première traduction de Pessoa en quelque langue que ce soit du vivant de Pessoa. Voilà. Donc Pessoa était très content de cette publication de ces textes, parce qu'il y a des textes des différents hétéronymes. Alors, je m'excuse auprès de ceux qui connaissent un peu Pessoa, mais il faut peut-être revenir sur cette idée des hétéronymes,
Priscilla, dans le texte que tu as lu, Bruno, s'y réfère. Un jour, dit Pessoa, le 8 mars 1914, il rentre du travail, il travaillait à temps partiel, il calculait au début de chaque mois ce dont il avait besoin pour blanchir son linge, aller au restaurant, etc., etc. Et donc, il travaillait comme traducteur commercial dans les entreprises import-export du port de Lisbonne, le nombre d'heures qui lui suffisait pour le mois, ce qui lui laissait le reste du temps pour écrire son œuvre. Et donc, il rentre et il se met debout devant une espèce d'écritoire qu'il avait pour écrire, et tout d'un coup, une douzaine de textes apparaissent qui ne ressemblent à rien à ce qu'il écrivait par ailleurs. Et il se rend compte que c'était son maître qui apparaissait en lui. Et ce maître, il va finir par l'appeler Alberto Caeiro, et c'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en portugais, Caeiro, ça se dit comme cela, c'est celui qui dispose de la chaux sur le mur des maisons. C'est le chauleur en français. Donc, Priscilla, dans son petit texte introductif, parlait de la table rase. Et ce n'est pas par hasard qu'il a choisi de l'appeler comme ça, parce que c'est quelqu'un qui veut, en effet... Alors, c'est très construit. C'est le côté paradoxal de Cairo. C'est que c'est très construit, mais que c'est quand même... volontairement inscrit dans quelque chose de brut. C'est-à-dire que c'est à la fois très construit et très jaillissant en quelque sorte, hein, un peu peut-être comme ton geste sur la page. Et alors, table rase de quoi ? Eh bien, table rase de 20 siècles de christianisme, parce qu'il considère que le christianisme a fait son temps et qu'il a rendu la psyché humaine malade, hein. Alors c'est un lecteur de Nietzsche, évidemment, hein, quand il pense comme cela, mais aussi de quelques décennies de poésie romantique, symboliste, post-romantique et post-symboliste, qui postulent des arrière-mondes. C'est-à-dire, dans une fleur, il y a un symbole. Et donc cette fleur, elle renvoie à un arrière-monde, à une métaphysique. Alors, quand il dit la formule que tu as citée, c'est très intéressant parce que le gardeur de troupeau, ça commence comme ça. Je n'ai jamais gardé de troupeau. Je suis un gardeur de troupeau. Le troupeau, ce sont mes pensées. Puis un peu plus loin, je n'ai jamais gardé de troupeau. Mes pensées, ce sont mes sensations. Mes sensations sont mes pensées, etc. Donc, il joue avec le lecteur, évidemment. Donc, c'est évidemment un gardeur de troupeau construit, mais... c'est quelqu'un qui c'est Priscilla l'a très bien dit, instaurer pourquoi est-ce qu'il est le maître de Pessoa lui-même ? Parce que Pessoa, c'est quelqu'un qui ressent douloureusement l'écart qu'il y a entre la pensée et la sensation. Dès lors que c'est le contraire du « je pense donc je suis » de Descartes. Je pense donc je ne suis pas. C'est-à-dire je pense donc je ne suis pas à mes sensations, donc je ne vis pas. La pensée instaure une rupture, instaure une faille, instaure une distance. Et évidemment, Cairo, c'est cette façon de combler la distance et de la nier. Hein, je garde des troupeaux qui sont mes pensées, et mes pensées sont sensations. Et je découvre le monde avec l'émerveillement d'un nouveau-né en permanence. Moi, ce que je trouve puissant et presque inaccessible, cette idée qu'il vit au présent, le gardeur de troupeau. Il vit tout le temps au présent, exactement pas comme nous, quoi. On vit toujours demain ou hier, enfin au présent de temps en temps, c'est un miracle. Alors que lui, c'est tout le temps. C'est toujours tout le temps. Voilà. C'est pour ça que c'est le maître. Voilà, c'est ça, c'est le maître, parce qu'il est le seul qui incarne cette positivité du présent, sans passé, sans futur, absolument ouvert sur les choses, absolument ouvert sur le monde. Alors évidemment, c'est une posture difficile à tenir. Il a des disciples, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Pessoa lui-même, qui vont s'inspirer de lui, mais sans atteindre cette perfection
et en mettant à l'évidence justement toutes les dissonances, toutes les problématiques de cette absence de soi-même à soi-même et de cette absence de soi-même au présent. On va dire ça comme ça. Et donc, chaque hétéronyme, Cairo, Campos, Reich, Pessoa lui-même et quelques autres, a une existence, a une biographie. Et Alberto Cairo, Pessoa le fait mourir jeune. Il le fait mourir jeune parce que, dit-il, il y avait un dicton de l'Antiquité qui disait que les dieux faisaient mourir ceux qu'ils aimaient, ils les faisaient mourir jeunes. Et parce que je suis intimement persuadé, une fois qu'on a écrit Le Gardeur de troupeau, une cinquantaine de textes qui expriment cette appartenance inconditionnelle au présent, qu'on a écrit quelques textes qui s'appellent le berger amoureux, c'est-à-dire, dans Le Gardeur de troupeau, il n'y a pas de personnage féminin du tout. Il y a Sainte-Barbe, mais Sainte-Barbe, c'est... Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de personnage féminin du tout. En revanche, il imagine que Cairo est amoureux. Alors, qu'est-ce que fait le sentiment amoureux chez quelqu'un qui ne veut être qu'au présent? Et le paradoxe, c'est que quand on aime, eh ben, on a le souci de l'autre et que par conséquent, on n'est jamais totalement au présent. Et en même temps, c'est une façon d'être au présent encore plus intense parce que l'amour magnifie les choses. Donc, il y a cette tension, cette contradiction. Donc, Cairo écrit Le Gardeur de troupeau, il écrit Le berger amoureux, et puis, à sa mort supposée, c'est-à-dire à 27 ans, il laisse des poèmes qu'il n'a pas eu encore l'occasion d'assembler en recueil, qu'on a traduit longtemps poèmes désassemblés, ce qui c'est un faux sens, parce que pour désassembler, ça veut dire qu'ils ont été assemblés. Donc moi j'ai traduit poèmes non assemblés, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore organisé en recueil. Mais une fois qu'il a fait ça, il ne fait que tourner en rond. Il ne fait que répéter que, par exemple, il y a un poème très célèbre qui dit ceci, vous allez comprendre toute la philosophie de Cairo, il est dans Le Gardeur de troupeau, le clair de lune à travers les branches hautes. Ils disent, les poètes, tous les poètes, sans exception, qu'il est plus que le clair de lune à travers les branches hautes. Mais pour moi, qui ne sais pas ce que je pense, ce que le clair de lune entre les branches hautes est, en plus d'être le clair de lune entre les branches hautes, c'est qu'il n'est rien de plus que le clair de lune entre les branches hautes. Voilà. Donc c'est ça, Cairo, si vous voulez. Il y a beaucoup d'humour. Il y a ce jeu très construit, mais qui met en avant un amour du présent, donc un amour du concret, un amour du jaillissement, un amour de la chose brute, ce qui fait qu'il écrit de manière un peu rugueuse, et que je me suis attaché, moi, dans cette troisième traduction que j'ai faite, après celle de Bourgois, celle de la Pléiade, pour les éditions Léal Torres, je me suis attaché à faire bien apparaître ça, ce côté rocailleux, ce côté un peu bancal, parfois grumeleux. Hein, c'est-à-dire il y a des moments où c'est très fluide, et puis parfois il y a du grumeau, quoi. Il le dit lui-même, hein, il dit dans un texte, parfois j'arrive à dire ce que je veux dire en plein dans le mille, mais parfois je le dis de manière détournée avec des grumeaux. Bon, ben voilà, c'est ça, c'est l'écriture de Cairo, c'est un peu ça. Et je me suis attaché dans cette traduction à le faire entendre. Et on s'était rencontrés pour en discuter. Et effectivement, nous étions tous les deux à l'unisson sur cette question-là. Et ensuite, tu l'as démontré par ton travail plastique. Voilà ce que je peux vous dire. Après Gérard Tracandi pour les aquarelles et le texte par Patrick Quillier. Donc, je retiens une chose pour ce qu'elle est, un peu la pensée de Pessoa. Un livre, effectivement, c'est aussi une chose, comme l'a dit Gérard, fait de matière. Et quand on est en charge d'une fabrication,
avec des artisans, on se doit aussi d'être au service, puisque le livre d'artiste est une aventure, avant d'être une chose, c'est d'arriver à combiner des attentes, d'être à l'écoute des contraintes aussi de chaque artisan, mais je crois au-delà de ça, c'est aussi comprendre vers quoi l'éditrice, enfin l'éditeur, veut amener son livre, au-delà de l'aspect économique, mais de la chose elle-même. Parce qu'un livre, pour un éditeur, c'est quelque chose qui est une marque blanche, enfin une pierre levée, comme pourraient dire d'autres poètes. Et donc, je pense que notre premier objectif à l'atelier du livre, c'est d'essayer de comprendre et d'être toujours en dialogue et à l'écoute donc des artistes et du texte, notamment de la traduction. Alors, je vais vous mettre quelques images de l'atelier, parce que ça, c'est des considérations un peu... je vais essayer de me débrouiller avec l'ordinateur pour vous faire vivre de l'intérieur l'atelier du livre. Parce que on part... On n'a pas de format, on n'a pas de forme, et finalement, on n'a simplement que des attentes. On ne sait pas ce qu'on va faire exactement. Je crois que je suis en train de faire une bêtise, moi. Voilà, bon. Voilà, ça doit partir, là. Donc, 2 mots pour vous dire, en fait, tout simplement que on part comme le mur Cholet, avec pas grand-chose, hormis ses attentes, mais on a des savoir-faire exceptionnels qui sont des dessinateurs de caractères, des graveurs de poinçons, des compositeurs, des fondeurs, et des imprimeurs, des relieurs, toute une petite une équipe d'une dizaine de personnes qui sont vouées en fait au livre. Et donc la première étape, si vous voulez, c'est d'essayer de comprendre comment déjà l'aquarelle va s'inscrire, l'image va s'inscrire dans le texte, et comment le texte va s'offrir au lecteur le mieux possible. Et effectivement, Gérard nous a conduits avec ses œuvres, et on a laissé des plages pour qu'ils puissent s'exprimer. Parfois, ils les utilisent, parfois, ils les utilisent pas, ça dépend des exemplaires, mais elles sont là. Et elles sont à sa guise, ces plages blanches à travers le texte. Ensuite, évidemment, il faut composer tout le texte et avoir ce chemin de fer, ce qu'on appelle un chemin de fer, c'est un ensemble de pages les unes après les autres qui forment le livre et qui va amener le lecteur du début à la fin de l'ouvrage. Et ça, faut que ce soit à la fois fluide et plaisant à la lecture. On est au service du lecteur aussi. Voilà, donc tout ça, c'est l'étape préparatoire. Donc comment le texte, l'image vont interagir. Et une fois qu'on a ça, bon, faut choisir... je reviens à la forme et le fond, mais faut choisir le format, faut choisir le type de papier, faut choisir également la typographie. Donc il se trouve qu'à l'atelier du livre, nous avons un peu plus de 400 ans d'existence, puisque ça a été créé en 1640. Donc on a un ensemble de polices de caractère exceptionnelles qui nous permet, avec une fonderie, donc qui nous permet toujours d'avoir du plomb neuf. Ce qu'on appelle le plomb neuf, c'est-à-dire issu donc de la fonderie et qui n'a jamais été utilisé. Et tout ça dans une vingtaine de caractères, dont 7 caractères exclusifs de l'imprimerie nationale qui ont été commandés successivement par nos dirigeants, enfin les empereurs, les rois, etc. Puisque, en fait, dans police, il y a aussi une idée d'avoir un caractère qui soit propre à chaque époque et commandé par chaque suzerain, et pour marquer son règne, mais aussi pour éviter que les textes officiels puissent être reproduits dans les imprimeries de ville. Bon, c'est
c'est notre patrimoine en fait. Et là, on a choisi avec Gérard et Priscilla, donc le tout premier caractère qui est le garamon, donc un dessin et une gravure de garamon qui a été commandé par Robert Estienne, imprimeur du roi de François Ier, et qui est le premier caractère identifiable et qui était primaire, enfin quelque part, donc qui allait bien avec l'œuvre de Pessoa et qui danse, donc on est dans un garamon romain, encore 14 pour le français et encore 10 pour le texte en portugais, puisque le livre contient le texte portugais original. Donc ensuite se pose la question du papier, et Gérard en a déjà un peu parlé, c'est qu'effectivement l'aquarelle c'est de l'eau, et le papier et l'eau ça fait pas bon ménage. Et c'est pour ça qu'en général les aquarelles c'est sur des papiers qui sont en fort grammage pour qu'ils aient une tenue, mais dans un livre on ne peut pas faire un livre en papier de 300 ou 400 grammes. Donc on a décidé de faire un livre, c'était un peu la performance aussi, donc un livre en 140 grammes, mais qui ne soit pas de la tôle ondulée. Donc tout ce travail de préparation de la pâte, de formule chimique, de formulation décidée par le Moulin du Verger avec M. Bréjou, a été un long travail, mais il a une science infinie et il a pu retrouver des formulations qui lui ont permis de faire un papier stable et au final qui se dégauchit parfaitement une fois qu'on le remouille. Après l'aquarelle de Gérard, tout est repassé sous presse 3 fois avec des linges humides, etc., pour que le papier redevienne stable. Ensuite vient la reliure, l'assemblage donc de toutes ces pages. Donc là, on est sur une reliure écolière. On voulait un livre de peintre, enfin un cahier de peintre, quelque chose de très sommaire finalement. Je crois que c'est une des reliures les plus primitives. C'est juste un fil qui passe dans 3 trous avec un petit cordon. Et tout ça sous une couverture, une croûte de cuir blanche souple. Donc tout ça dans un coffret ensuite qui est un coffret relieur avec une estampe, un marquage à chaud. Voilà, donc dans les images que vous avez pu voir, vous avez vu tous ceux qui ont travaillé sur le livre. Et cette aventure, pour revenir à l'aventure du livre, c'est une aventure qu'on a vraiment appréciée à l'atelier du livre et qui a probablement aussi été appréciée par Priscilla Leal Torres, puisqu'elle nous a confié donc un 2e livre qui est sorti il y a 1 mois. Donc Le Gardeur de troupeau est un livre qui est sorti fin 2020, décembre 2020, et l'autre livre qui est un livre d'un récit de voyage de Kenneth White au Japon, qui s'appelle donc Les Signes sauvages, est sorti il y a 1 mois. Donc si ça vous intéresse, j'ai un exemplaire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, et puis je vais repasser la parole à Patrick Quillier pour ces merveilleuses lectures du Gardeur de troupeau. Alors, je vais vous lire quelques textes pour un petit peu entrer dans l'œuvre de Caïro. Par exemple, les premiers vers auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. Je vous en lirai quelques passages aussi en portugais. Moi, je n'ai jamais gardé de troupeau, mais c'est comme si j'en avais gardé. Mon âme est comme un berger, elle connaît vent et soleil, s'avance en tenant la main des saisons, tout entière marche et regarde. Toute la paix de la nature sans personne vient s'asseoir à mes côtés. Et moi, cependant, de rester triste comme un couchant dans notre imaginaire, quand l'air est plus frais au fond de la plaine
et qu'on sent bien que la nuit est entrée comme un papillon par la fenêtre. Pourtant, ma tristesse est tranquillité, parce qu'elle est naturelle et juste, et qu'elle est ce qui doit prendre place dans l'âme quand l'âme pense qu'elle existe, pendant qu'à son insu les mains cueillent les fleurs. Comme un tintement de sonnaille au-delà du tournant de la route, mes pensées sont contentes, mais voilà que j'ai mal à les savoir contentes. Car si je l'ignorais, au lieu d'être contentes et tristes, elles seraient joyeuses et contentes. Penser est une gêne, comme de marcher sous la pluie quand le vent redouble et que la pluie semble tomber plus fort. Je n'ai pas d'ambition ni de désir. Être poète, ça n'est pas pour moi une ambition. C'est ma façon à moi d'être tout seul. Alors ça continue, et je vous lis la fin, c'est le premier long poème. Je salue tous ceux qui me liront, en leur tirant mon grand chapeau quand ils me voient sur le pas de ma porte, dès que la diligence se dresse sur la crête de la colline. Je les salue et leur souhaite du soleil et la pluie, quand il y a un besoin de pluie, et que leur maison contienne, au coin d'une fenêtre ouverte, une chaise de leur prédilection pour s'y asseoir, lisant mes vers. À la lecture de mes vers, qu'ils pensent que je suis une chose naturelle. Par exemple, l'arbre ancien, à l'ombre duquel, dans leur enfance, ils se laissaient tomber dans un plaf, fatigués de jouer, essuyant la sueur de leur front brûlant avec la manche de leur tablier à rayures. Alors, vous voyez, le texte est un peu piégé, puisque ça commence « Je n'ai jamais gardé de troupeau », c'est comme si j'en avais gardé. On dit qu'on fait table rase de tout, qu'on veut être tout à fait au présent, mais c'est structuré par des comparaisons. Hein. Je suis une chose naturelle, comme cet arbre au pied duquel ils s'asseyaient quand ils étaient enfants, etc. Alors, je vais quand même vous lire les premiers vers en portugais, et puis je passerai à 3-4 autres textes. Alors, je vous lis la première strophe, hein, et puis la dernière strophe, celle de l'arbre au pied duquel, enfant, on se laisse tomber dans un plaf. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como pastor. Conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se ao meu lado. Mas eu fico triste como pôr de sol para a nossa imaginação quando esfria no fundo da planície e se sente à noite entrada como uma borboleta pela janela. Dernier vers, quand on salue, vous savez. Saúdo todos os que me lerem, tirando-lhes o chapéu largo quando me vêm à minha porta. Mal a diligência levanta no cimo do outeiro. Saúdo-os e desejo-lhes sol e chuva quando a chuva é precisa. E que as suas casas tenham, ao pé de uma janela aberta, uma cadeira predileta onde se sentem lendo os meus versos. E ao lerem os meus versos, pensem que sou qualquer coisa natural. Por exemplo, a árvore antiga, à sombra da qual, quando criança, se sentava com um bac, cansados de brincar, e limpavam o suor da testa quente com a manga do bibe riscado. Donc voilà, ça c'est l'entrée à matière. Alors, il va y avoir toute une série de poèmes qui sont soi-disant les poèmes que Pessoa aurait écrits le fameux 8 mars, vous savez. L'étude des manuscrits montre que c'est en grande partie reconstitué ce moment inaugural que Pessoa appelle son jour triomphal.
Mais bon, c'est pas le moment. Donc c'est là que, par exemple, apparaît Sainte-Barbe, hein, parce qu'il y a le tonnerre qui dévale. Et moi, si j'avais la foi, je penserais à Sainte-Barbe, etc. Poème 5, par exemple, qui commence comme ça. Il y a assez de métaphysique à ne penser à rien. Ce que je pense du monde, moi, enfin, savoir ce que je pense du monde. Si je tombais malade, j'y penserais. Je ne vous lis pas tout le texte parce qu'il est un peu long, mais ça commence comme ça. Penser à Dieu, c'est désobéir à Dieu, car Dieu a voulu que nous ne le connaissions pas, puisque ne nous est pas apparu. Soyons simples et calmes, comme ruisseaux et arbres, et Dieu nous aimera en nous faisant, nous, comme les arbres sont arbres, et les ruisseaux, ruisseaux, et il nous offrira de la verdure en son printemps, et un fleuve où nous irons quand notre fin viendra. Et il ne nous offrira rien de plus, car nous offrir plus serait nous ôter, nous. Voilà. Ça peut être lu en portugais, si vous voulez, ce petit-là. Alors il faut que je me reporte à la fin. Pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que o não conhecêssemos. Por isso, se nos não mostrou. Sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores. E Deus amar-nos-á fazendo de nós, nós. Como as árvores são árvores, e como os regatos são regatos. E dar-nos-á verdor na sua primavera, e rio aonde ir ter quando acabemos. E não nos dará mais nada, porque dar-nos mais seria tirar-nos-nos. Voilà, ça serait nous ôter nous, hein, tirar-nos-nous. Voilà comment ça se termine, avec ces phrases un peu rocailleuses, hein, dans le portugais. Alors, il y a le 8e poème, qui est un poème merveilleux, mais que je ne vais pas vous le lire parce qu'il est très long, et qui est très merveilleux. Pourquoi ? Parce qu'il imagine Jésus-Christ revenir sur terre, mais Jésus-Christ revenir comme l'enfant Jésus. Voilà. Un beau matin, un beau midi de fin de printemps, j'ai fait un rêve pareil à une photographie, j'ai vu Jésus-Christ descendre sur terre. Il est arrivé par les coteaux d'une colline, redevenu petit garçon. Parce que Jésus-Christ déteste le ciel. Le ciel, il dit, au ciel tout était faux, et en désaccord avec fleurs, arbres et pierres. Au ciel, il lui fallait toujours être sérieux, et de temps à autre devenir homme et monter sur la croix pour y être, à mourir toujours avec une couronne hérissée d'épines et les pieds traversés d'un clou à large tête, et qui plus est, une guenille autour des hanches, comme les nègres sur les illustrations, etc., etc. Donc il revient sur terre, c'est un petit enfant, et il incarne, vous l'avez bien compris, cette façon de vivre entièrement au présent, dont parlait Gérard tout à l'heure. Pessoa écrit un texte sous son nom de Pessoa sur le 8e poème du gardeur de troupeau, et il dit « Ce texte est blasphématoire. J'ai honte que Caïro ait écrit un texte pareil, etc. etc. » Oui, parce qu'il y a un portrait de Dieu. Alors attendez, je vais vous lire. Il me parle très mal de Dieu. Il dit que c'est un vieillard stupide et malade, toujours en train de cracher par terre et à dire des obscénités. La Vierge Marie emploie les soirs de l'éternité à tricoter. Et l'Esprit Saint se gratte du bec et se perche sur les chaises pour les souiller. Au ciel, tout est stupide comme l'Église catholique. Il me dit que Dieu ne comprend rien aux choses qu'il a créées, si c'est lui qui les a créées, ce dont je doute. Il dit par exemple que les êtres chantent sa gloire. Mais les êtres ne chantent rien du tout. S'ils chantaient, ils seraient chanteurs. Les êtres existent, voilà tout. C'est pourquoi on les nomme êtres. Vous avez dit, hein, faire table rase de 20 siècles de christianisme, vous êtes servis. Poème numéro 9. Je suis un gardeur de troupeau. Le troupeau, ce sont mes pensées. Et mes pensées sont toutes sensations. Je pense avec les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, le nez, la bouche.
Penser une fleur, c'est la voir et la respirer. Et manger un fruit, c'est en savoir le sens. Donc, lorsque par un jour de chaleur, je me sens triste d'en jouir tellement, que je m'étends de tout mon long dans l'herbe et que je ferme mes yeux brûlants, je sens tout mon corps étendu dans la réalité, connais la vérité et suis heureux. Peut-être que celui-là vaut la peine d'être lu en portugais. Alors, ça suit le 8e, hein, c'est le poème qui suit le fameux poème blasphématoire antichrétien. Sou guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos, com os ouvidos, e com as mãos, e os pés, e com o nariz, a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste, de gozo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade, sei a verdade e sou feliz. Alors, il y a ensuite une sorte de dialogue. On a dit que les humains sont très peu présents dans ce texte, mais il y a un dialogue. « Oh là, gardeur de troupeau, au bord de la route, là, que te dit le vent qui passe ?» Qu'il est vent et qu'il passe. Qu'il passait déjà avant et qu'il passera après. Mais à toi, que dit-il ? Oh, bien plus de choses que ça. Il me parle de bien d'autres choses, de mémoire, de saudade, de choses qui jamais ne furent. Tu n'as jamais écouté le vent qui passe. Le vent ne parle que du vent. Ce que tu y as entendu est mensonge, et le mensonge se trouve en toi. Alors, il y a ce mot portugais, saudade, que j'ai décidé il y a très longtemps de ne plus jamais traduire. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Pourquoi ? Parce que on l'a souvent traduit par nostalgie, nostalgie heureuse. Bon. En réalité, le mot nostalgie, vous l'entendez, c'est le même mot que le français, existe en portugais. C'est un mot d'origine grecque, dans lequel vous avez algie, la maladie, le mal, la douleur, et nostos, qui veut dire le retour. Qu'est-ce que c'est que la nostalgie ? C'est la maladie du retour. Vous êtes malade parce que vous voulez revenir en arrière. La saudade, c'est pas ça du tout. Vous ressentez quelque chose qui s'apparente à la nostalgie, mais ça vous donne une force incroyable pour regarder le futur. Pourquoi ? Parce que c'est un mot qui vient d'un mot du bas latin, solitatem, la solitude. Donc c'est un sentiment que vous ressentez dans votre solitude quand vous êtes privé d'êtres ou d'objets que vous aimez, et donc vous en avez la nostalgie, bien évidemment, mais en même temps vous les désirez, et en même temps peut-être que vous vous dites que vous allez les retrouver. Donc c'est très difficile de traduire, il faut dire nostalgie heureuse, nostalgie dynamique, enfin, c'est pas possible, c'est impossible. Donc j'ai décidé, après tout, nous devons à Baudelaire en français le mot spleen. Nous pourrions devoir à Pessoa en français le mot saudade, non ? Bon, voilà, ça c'est une petite parenthèse. Il y a un texte que je veux encore vous lire avant de passer à la dernière partie du livre, pour ne pas abuser. C'est le plus petit poème du gardeur de troupeau et c'est le plus fluide, c'est d'ailleurs le moins rocailleux. Alors, je vais peut-être commencer par vous le lire en portugais pour que vous entendiez justement qu'il y a un jeu sur le contraste, c'est-à-dire on a des moments assez fréquents où la langue est rugueuse, grumeleuse, comme je le disais tout à l'heure, et puis là, vous avez un texte qui prend le contre-pied de ça. Leve, leve, muito leve, vento muito leve passa, e vai-se sempre muito leve, e eu não sei o que penso, nem procuro sabê-lo.
Léger, léger, plus que léger, un vent passe, fuit, plus que léger toujours. Moi, je ne sais quoi je pense, peu me chaud de le savoir. Toujours cette idée, vous savez qu'il ne faut pas penser, parce que sinon on va instaurer une faille entre le monde et nous, entre le présent et nous. Alors, je vous l'ai dit, il y a toute une série de textes qui vont broder autour de cette idée. Hein. Par exemple, si vous voulez que j'ai du mysticisme, alors le mysticisme, c'est précisément quelque chose que Caïro combat, puisque c'est se tourner vers un arrière-monde, avoir la pensée dirigée vers un arrière-monde et pas sur le monde concret, pas sur le présent. Si vous voulez que j'ai du mysticisme, entendu Janet, je suis mystique, mais rien que par le corps. Mon âme est simple et ne pense pas. Mon mysticisme, c'est ne pas vouloir savoir. C'est vivre sans y penser. Je ne sais pas ce que c'est la nature, je la chante. Je vis au sommet d'une colline, dans une maison chaulée et isolée, et telle est ma définition. Je ne vous lis pas ce texte en portugais pour gagner un peu de temps. Alors, il va y avoir un homme des villes qui parle de l'injustice, etc. La révolution, et puis Caïro dit je l'écoutais, mais je pensais à autre chose. Et lui croyait que je pleurais parce que j'étais aussi pour la lutte contre l'injustice, mais moi je pensais à la nature. Et l'homme s'était tu en regardant le couchant. Mais qu'a donc à voir avec le couchant celui qui aime et qui est? Voilà, donc moi, Caïro, je n'aime rien que le présent. Je n'ai rien du tout, et donc je suis de plein pied avec la nature. Mais lorsque je suis engagé comme cet homme des villes qui parle à l'entrée de l'auberge de la justice, de la lutte pour qu'il y ait de la justice, etc., eh bien je n'ai rien à voir avec la nature. Pareil pour les artistes, hein, il critique les artistes, il va critiquer, voilà, il va prendre des leçons en permanence avec les éléments naturels, hein. Le papillon, la route sous le soleil, le vol de l'oiseau. C'est très beau ça, le vol de l'oiseau. Plutôt le vol de l'oiseau qui passe sans laisser de traces que le passage de l'animal qui reste rappelé sur le sol. L'oiseau passe, on l'oublie, il doit en être ainsi. L'animal, où il n'est plus, donc où il ne sert plus à rien, montre qu'il a été là, ce qui ne sert à rien du tout. Le souvenir est une trahison de la nature, car la nature d'hier n'est pas la nature. Ce qui fut n'est rien. Se rappeler, c'est ne pas voir. Passe, oiseau, passe, apprends-moi à passer. Donc la leçon de l'oiseau, la leçon des arbres. Je vais vous lire les 2 derniers textes, parce que le recueil compte une cinquantaine de textes, et il est assez composé en fait. Et donc, vous vous souvenez, au début, il dit si on lit mes vers, j'espère que c'est sur une chaise de prédilection, etc. Et il faut penser que je suis comme un arbre, etc. Et là, c'est l'avant-dernier poème. Et je vous dirai ensuite, en portugais et en français, le tout dernier poème. Celui-là, je le lis qu'en français. De la plus haute fenêtre de ma maison, avec un mouchoir blanc, je dis adieu à mes vers qui s'en vont vers l'humanité. Et je ne suis ni gai ni triste. C'est là le destin des vers. Je les ai écrits et dois les montrer à tous, car je ne peux pas faire le contraire, comme la fleur ne peut cacher sa couleur, le fleuve caché qu'il coule, l'arbre caché qu'il donne des fruits. Les voilà qui déjà s'en vont au loin, comme avec la diligence. Et moi, sans le vouloir, je ressens de la peine
telle une douleur saisissant le corps. Qui sait qui les lira? Qui sait à quelles mains ils parviendront? Fleur, mon destin m'accueillit pour les yeux. Arbre, on a arraché mes fruits pour les bouches. Fleuve, le destin de mon eau était de ne pas rester en moi. Je me soumets et me sens presque joyeux comme un qui est fatigué d'être triste. Allez-vous-en de moi. Passe l'arbre qui demeure dispersé de par la nature. Fane la fleur dont la poussière dure pour toujours. Coule le fleuve qui entre dans la mer et dont l'eau est pour toujours celle qui fut à lui. Je passe et demeure comme l'univers. Et voici maintenant le dernier. Je vais commencer par vous le dire en portugais pour que vous ayez... voir si vous arrivez à saisir certaines choses, et puis je vous lis la traduction. Mete-me para dentro e fecha a janela. Trazem o candeeiro e dão as boas noites. E a minha voz contente dá as boas noites. Oxalá a minha vida seja sempre isto. O dia cheio de sol, ou suave de chuva, ou tempestuoso como se acabasse o mundo, a tarde suave e os ranchos que passam fitados com interesse da janela, o último olhar amigo dado ao sossego das árvores, e depois fechar a janela, o candeeiro aceso, sem ler nada, nem pensar em nada, nem dormir. Sentir a vida correr por mim como um rio por seu leito. E lá fora, grande silêncio, como Deus que dorme. Et voilà donc ma traduction. La troisième que j'ai faite de ce livre est ma traduction pour le projet des éditions Léal Torres. Je recule à l'intérieur et ferme la fenêtre. On apporte le chandelier et me souhaite la bonne nuit. Et ma voix satisfaite souhaite la bonne nuit. Puisse ma vie être toujours ceci, la journée ensoleillée ou douce de pluie, ou tempétueuse comme si c'était la fin du monde, la soirée douce et les groupes qui passent fixés avec intérêt de la fenêtre, le dernier regard ami jeté sur le calme des arbres, et puis, fenêtre fermée, chandelier allumé, sans rien lire, sans penser à rien, sans dormir, sentir la vie couler en moi tel un fleuve dans son lit, et au dehors, un grand silence, tel un Dieu qui sommeille. Voilà Alberto Caeiro. Alors, donc Bruno, voilà. Je suis complètement sous l'émotion de ce poème. Mais écoutez, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter cette magnifique équipe autour du gardeur de troupeau.
l'ouvrage va se retrouver dans nos magasins, et si certains d'entre vous souhaitent le consulter, vous pouvez prendre rendez-vous et nous vous ouvrirons notre salle des fonds patrimoniaux. Nous avons aussi le projet lors des Journées du patrimoine, de 2 visites que nous allons organiser avec ma collègue Blanche Tachon. Voilà, donc c'est peut-être un autre rendez-vous. Et en tout cas, je ne sais pas si vous vouliez présenter Enfin, vous pouvez peut-être présenter... voilà. Moi j'ai découvert, je connaissais Pessoa comme je pense beaucoup de gens, parce que c'est vraiment le Portugal et la voix du Portugal. Mais il y a eu un choix de la traduction, ce qui est normal. Hein, mais pourquoi avez-vous opté pour mettre le texte original à la fin et non pas le mettre en parallèle, comme ça se fait dans les éditions bilingues, et le peintre aurait travaillé comme pour faire un passage. Pourquoi tout? Tenez. Moi, je ne me souviens plus pourquoi on avait renoncé à cette possibilité. On avait évoqué. Pardon. Non, je me souviens qu'on avait évoqué ça. C'est-à-dire de se dire, tiens, on fait. Non, parce qu'il y a un truc. Je crois que c'est moi qui ai été résistant à cause de l'effet de symétrie permanent. Et c'est symétrique, hein, c'est vraiment quand vous avez les textes comme vous en parlez. Alors je ne dis pas que c'est pas bien, mais la symétrie tout le temps, pour moi, ça me semblait. Je crois que c'est moi qui ai résisté. J'ai un vague souvenir de cette discussion. Il y avait aussi. Je ne sais pas si. Enfin, moi, c'était ma réponse. Je me suis sans arrêt, je me retrouvais dans un truc comme un miroir, quoi, sans arrêt. Et je me retrouvais. Alors que là, avec cette solution. On a, eux là-bas, ils m'ont de temps en temps, ils m'ont laissé plein de pages vides, de temps en temps, des endroits où je pouvais glisser un cul de lampe ou pas. Alors que si on avait eu le face-à-face en permanence, je crois que ça bloquait un peu l'histoire. Et alors, en revanche, on voulait absolument qu'il y ait la traduction. Alors on a opté pour celle-ci. Voilà, je ne sais pas si ma réponse vous convient. Et ça doublait la pagination aussi. Ouais. Tableau. Ouais. Sinon, il y a une édition en poche, bilingue, je suppose. Voilà. Ah bah oui, après des éditions. Alors, oui, évidemment. Mais là, le parallèle, il est plus entre le texte et les aquarelles, effectivement. C'était le parti pris. Vous avez tout à fait raison. Moi, je ne suis pas intervenu sur les compositions. J'ai livré ma nouvelle traduction. J'ai fait le petit texte liminaire. Présentation brève de Cairo et puis explication sur l'esprit de ma traduction. Je suis toujours un fervent défenseur des éditions bilingues, page à page. Ça me paraît fondamental. Après, il y a d'autres dispositifs. Par exemple, je viens de terminer avec un ami et poète de l'île de la Réunion, une anthologie de poésie réunionnaise des origines à aujourd'hui, qui est sous presse et qui est publié par la Maison de la Poésie Rhône-Alpes. Et évidemment, les poètes réunionnais écrivent en français, ou un français matiné de créole, mais écrivent aussi en créole. Donc on a décidé de mettre le créole en pleine page et de mettre la traduction avec des slash pour les fins de vers en note de bas de page. Voilà, pour que ça soit le créole qui apparaisse, parce que c'est une langue qui, il y a encore quelques décennies, était réprimée par la République. Elle est un peu moins, mais puis elle est vivace, donc elle apparaît. Voilà. Après, il y a ce dispositif-là qui existe aussi dans beaucoup d'éditions. Vous trouvez le texte en plus petits caractères, plus loin. Donc vous faites un va-et-vient, comme quand j'ai lu. J'ai fait un va-et-vient entre les... Voilà. Voilà, c'est comme les poèmes sont numérotés, c'est facile à retrouver. Sinon, moi j'ai vu aussi, dernièrement, on l'a peut-être vu aussi sur Marseille, c'était ailleurs qu'à Marseille, il y a une campagne d'affiches avec un texte en gros caractères et dessus, il y a une bande avec un autre texte. Je ne sais pas quel annonceur qui
fait ça, que ça m'a. J'avais jamais vu ça, c'était Ouais, pas mal. Hein. ouais. Au lieu d'avoir, voyez, le film avec la VO en bas et puis la bande en bas, mais là, il y avait le texte original, je sais pas quel. Ouais. Vous l'avez vu vous aussi? Hein? Oui. C'est Il y en intéressant. a 4 différentes. Oui, c'est une assurance, je sais pas ce que c'est comme produit, mais c'est pas mal. Hein. Voilà, donc Alors, il y a une question là. J'ai une question qui est le contraire de la vôtre. Qui a choisi les blancs et leur taille et leur rythme? Les blancs nécessaires. Non, non. Les blancs nécessaires à Gérard. C'est l'imprimerie nationale qui a. Enfin bon, il y a deux, trois propositions que j'ai trouvées pas pertinentes. Je me suis permis de leur dire, notamment de mettre un texte dans l'autre sens parce qu'il était question d'une rangée d'arbres. J'ai dit non, ça je m'en occupe moi de la rangée d'arbres. Donc vous faites continuer à l'horizontale. Mais mis à part, je plaisante, c'est ça. Mais sinon, ils ont fait des propositions, ils ont eu des intuitions, et puis après, moi, j'ai fait avec. Quoi. Voilà. Mais c'est venu de l'imprimerie nationale. Oui, parce que les vers ne sont pas de taille identique. Et donc, il fallait pour que le lecteur ait une lecture fluide, qu'on coupe pas les poèmes trop souvent, ou en tout cas qu'on les coupe habilement pour que la lecture puisse se faire sur tout le poème, laisser une respiration et aussi déterminer les sujets qui étaient dans le texte, parce qu'effectivement il y a le Jésus, il y a beaucoup de... Il convoque pas mal de choses quand même dans ce texte, et donc c'était possiblement... Alors c'est des propositions qu'on a faites à Gérard et qui ont été acceptées ou pas, mais ça a été assez... Moi j'ai une question à Philippe. Est-ce que Caïro est vraiment un misanthrope? Alors ça, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup abordé ça, si implicitement, notamment dans ce fameux poème où il dit qu'à avoir avec le couchant quelqu'un qui aime et qui est. Alors... C'est le seul personnage qui croise. C'est le seul personnage qui croise. Alors il en croise d'autres ailleurs, hein, dans les autres poèmes. C'est déprimant celui-là. Oui. Alors... C'est quand il croise quelqu'un que ça devient vraiment déprimant. Ouais. Quand il croise des fleurs, c'est joyeux. Oui. Ou drôle. Oui. Ou mélancolique. Bon, mais il ne peut pas être misanthrope dans la mesure où il passe sa vie avec l'enfant Jésus revenu sur terre. Ah, mais voilà, il y a l'enfant Jésus. Voilà. Parce que le fameux 8e poème se termine comme ça en disant l'enfant Jésus, il vit avec moi. Nous jouons ensemble toute la journée. Le soir, il joue avec mes rêves et il les met cul par-dessus tête. Et quand nous rentrons à la maison le soir, alors c'est pas très politiquement correct, mais je vais quand même le dire, le soir, je le déshabille lentement, je lui fais sa toilette, et je le couche dans son lit, etc., etc. Bon, donc certains esprits malveillants qui voient des choses troubles partout pourraient penser qu'il y a un fond de pédophilie là-dedans, mais en fait non. Je pense qu'il le dit très bien. Et ma vie de poète, c'est lui qui me l'a fait vivre. Il est ma vie de poète, voilà. Et il finit en disant, et pourquoi cette histoire serait aussi fausse, enfin il ne le dit pas comme ça, mais serait aussi vraie, ne serait pas aussi vraie que ces histoires fausses que raconte la Bible et les textes sacrés. Voilà, donc c'est vraiment antichrétien, comme le dit Pessoa lui-même, c'est vraiment un texte blasphématoire. Mais si tu veux, Gérard, c'est très intéressant ta question, dans la mesure où nous avons affaire avec Pessoa à quelqu'un qui a créé plusieurs auteurs fictifs, qui ont dialogué entre eux, qui se sont critiqués, notamment là. Pessoa lui-même dit « Ah, je suis choqué, le 8e poème du gardeur de troupeau, c'est un blasphème absolu. » Bon. Donc, ils écrivent les uns sur les autres, et ils n'ont pas tous la même pensée de la vie, la même philosophie de la vie. Pessoa lui-même était quelqu'un, on l'imagine beaucoup comme quelqu'un, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il travaille les quelques heures qu'il lui faut pour assurer son vivre et son couvert, et puis il écrit. Il meurt à 48 ans, il laisse 30 000 feuillets.
dans la fameuse malle. Hein. Certains ont entendu parler de cette fameuse malle. Donc il a beaucoup passé du temps à écrire, nous sommes d'accord. Mais il a aussi beaucoup passé du temps à boire, et à boire avec les copains. Hein. Et d'ailleurs, il meurt jeune d'une insuffisance hépatique, visiblement induite par un abus régulier d'alcool. On ne l'a jamais vu ivre. Parfois, il y a la jeune génération, la génération qui suit celle de Pessoa, admire beaucoup Pessoa, parce que Pessoa, dans les années 10, a été un des artisans de ce qu'on appelait le mouvement futuriste portugais. Et donc, la jeune génération vient le trouver, lui demande des textes pour une nouvelle revue, etc. Et c'est d'ailleurs dans cette nouvelle revue que sont publiés du vivant de Pessoa un certain nombre de textes du gardeur de troupeau. Le gardeur de troupeau tel qu'il est là, c'est une publication posthume à partir d'un cahier qu'il a laissé complet avec les numérotations, etc., etc. Pour ça qu'il y a aussi des variantes. Le texte qui est à la fin correspond au texte que j'ai traduit parce que j'ai choisi certaines variantes qui m'intéressaient plus que d'autres. C'est le droit le plus absolu. Quand il s'agit de textes qui n'ont pas été publiés par Pessoa de son vivant. Et ils sont un tiers des textes, à peu près une douzaine, quinzaine des textes, enfin un peu moins d'un tiers. Mais, je sais, j'ai perdu le fil, je disais... Pardon ? Il y avait des variantes. Oui, non, mais ça c'était bien avant, donc mon fil il était bien avant. Je voulais dire par là que Pessoa reçoit cette jeune génération et il discute, oui, je vais vous envoyer ceci, cela, etc. Puis un jour, un des auteurs de cette génération, c'est des gens qui étaient basés à Coimbra, descendent de Coimbra à Lisbonne, à rendez-vous avec Pessoa. Et là, Pessoa fait semblant d'être Álvaro de Campos. C'est-à-dire Álvaro de Campos, vous savez, je vous ai parlé des disciples à livre, rapidement. Quels sont les disciples de Cairo? Pessoa lui-même, mais je le laisse de côté. Ricardo Reis. Ricardo Reis, il considère que Pessoa, qui abolit 20 siècles de christianisme, que Cairo, qui abolit 20 siècles de christianisme, aurait dû refaire venir les dieux de l'Antiquité. Et non seulement les dieux de l'Antiquité, mais la prosodie des odes d'Horace. Parce qu'Horace, c'est ce qui se fait de mieux en termes de poète païen à l'époque d'Auguste. Et donc, il insuffle à la langue portugaise la rythmique des vers d'Horace, il crée des néologismes en allant puiser dans le latin, et au lieu de dire le soleil, il dit Apollon. Parce que c'est comme ça qu'on disait par convention dans l'Antiquité. Donc ça, c'est celui qui considère que Cairo n'a fait que la moitié du chemin et qu'il fallait retourner en arrière et imiter les anciens. Et puis il y a un autre disciple qui prend le chemin diamétralement opposé, qui s'appelle Álvaro de Campos, et qui dit, très bien, mais aujourd'hui, dans notre civilisation, c'est plus la nature, la concrétude, c'est la ville. C'est la rumeur de l'électricité, c'est le bruit des machines, c'est le bruit des voitures sur les avenues, c'est les machines à vapeur, etc., etc. Et donc je vais chanter la vie urbaine. Et ça, c'est Álvaro de Campos. Et alors, évidemment, Álvaro de Campos est à l'opposé de Ricardo Reis, mais tous les deux sont des disciples, mais des disciples qui trahissent le maître d'une certaine manière. Voilà. Et quant à Pessoa, c'est encore pire. Il le trahit encore plus, parce que la plupart des poèmes écrits par Pessoa sous son nom sont des poèmes qui s'inscrivent dans la tradition de la poésie métaphysique et de la poésie spiritualiste. C'est-à-dire le contraire. Hein, vous vous souvenez, si vous dites que j'ai un mysticisme, je l'ai, mais c'est par mon corps. Et Pessoa lui-même s'est inspiré des grands mystiques, Saint Jean de la Croix, l'ésotérisme, la kabbale, l'alchimie, etc. Voilà. Donc c'est ça qui est fascinant dans Pessoa. Et donc du coup, pour répondre à ta question, voilà, j'ai retrouvé mon fil. La question c'était Cairo aussi. Oui, mais Cairo, il n'est pas vraiment misanthrope parce que, tu vois, chez lui, on lui souhaite le bonsoir. Il souhaite le bonsoir. Tu vois, mais il faut que les êtres humains soient à distance. Il y a une bonne distance. Voilà. Et dans le petit recueil qui s'appelle Le berger amoureux, c'est vraiment une histoire d'amour. Mais en même temps,
il est pris dans ce tiraillement de vraiment, je l'aime, mais elle me dérange dans ma façon de vivre le présent. Mais au fond, l'aimer, c'est aussi une façon de vivre le présent. Enfin voilà, il est pris dans cette contradiction et voilà. C'est un personnage étrange, hein, Cairo. Mais vous savez, les noms là, chez Pessoa, les noms des hétéronymes, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que par exemple, je vous ai dit Cairo, le Scholler. Hein, c'est ça que ça veut dire. C'est comme s'il s'appelait Monsieur Scholler, en fait. Hein, bon. Ricardo Reich, c'est le pluriel de rei, qui veut dire roi. Or, cet homme du passé, cet homme du retour à l'Antiquité, il est royaliste. Et Pessoa, d'ailleurs, l'exile au moment de l'instauration de la République portugaise. Il exile Ricardo Reich au Brésil, comme beaucoup de monarchistes portugais ont fait. Ce qui a donné l'idée à José Saramago, prix Nobel de littérature en 1998, l'unique prix Nobel de langue portugaise depuis l'existence du prix Nobel, d'écrire un roman qui s'appelle L'année de la mort de Ricardo Reich. Il imagine que Ricardo Reich au Brésil apprend la mort de Pessoa, et donc il vient à Lisbonne pour se recueillir sur la tombe de Pessoa. Mais comme il est un hétéronyme de Pessoa, il est le seul dans Lisbonne à voir Pessoa lui-même. Il le croise dans la rue, il discute, etc. Et puis à la fin du roman, Pessoa lui donne rendez-vous sur sa tombe et l'entraîne dans sa tombe avec lui. Voilà. Donc ça, c'est une belle idée de romancier. Donc il s'appelle Reich, roi, le roi, quoi. Mais il est royaliste. Et c'est très intéressant parce que Campos, c'est comme si, de Camp, c'est comme s'il s'appelait de la campagne. Il chante la poésie de la ville et il s'appelle de la campagne. Donc c'est un clin d'œil, évidemment. Et je vous rappelle que Pessoa, c'est son vrai nom et que ça veut dire une personne. Hein, ça vient du mot persona, le mot latin, qui était le masque que les acteurs de l'Antiquité mettaient pour incarner un personnage et pour servir de porte-voix. C'est pour ça que ça s'appelle persona, parce que ça sonnait à travers. Et ça a donné notre mot personne, une personne, et ça a donné le mot portugais pessoa, qui veut dire cela. Alors ça ne veut pas dire personne au sens négatif. Hein. Attention, on fait souvent cette erreur en France. Ça veut dire une personne, mais étymologiquement, c'est le masque. Ce qui est intéressant, quand on voit qu'il avance masqué avec toute une série. Parce qu'on a dénombré dans les 30 000 feuillets dont je vous parle, quasiment 160 hétéronymes. Alors, qui parfois n'avaient écrit qu'une demi-page ou des projets. Mais il existe 160 personnalités distinctes. Comme un dramaturge, je crée des personnages. D'ailleurs, Pessoa le dit lui-même, il dit « Je suis comme Shakespeare ». Shakespeare, il se dépersonnalise pour être à la fois Macbeth, Roméo, Hamlet, et Juliette et Ophélie par la même occasion. Ben moi, je me dépersonnalise pour justement être ces différentes personnalités créatrices qu'il appelle les hétéronymes. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais c'est vrai que c'est un univers et c'est ta question qui m'a stimulé. Y aurait-il d'autres questions? Ah, une derrière. C'est pas une question. C'est juste que le gardeur de troupeau, c'est une multitude. C'est une multitude. Oui. C'est pas par rapport à la mise en entreprise, je parle. C'est-à-dire, c'est une compagnie et en même temps un autre qui est là et qui tient compagnie à ce. Je dis ça parce que mon petit-fils, je vais vous raconter une histoire, mon petit-fils est gardeur de troupeau. Donc effectivement, un jour, je lui ai demandé pourquoi il s'endormait dans les champs, comme ça, il s'endormait. Et je lui ai dit, tu ne te fais pas du souci pour les chèvres quand elles s'en vont? Et il m'a dit, mais elles savent très bien où elles vont. Voilà.
Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette poésie, la poésie qui suinte un peu de votre collaboration, hein, parce que un livre, c'est ça, un livre d'artiste, c'est une collaboration entre deux regards, et même trois, oui. Mais enfin, je trouve que dans la construction, quoi, il y a cette collaboration, il n'y a pas un seul regard. Bien sûr. Merci. Alors, il y a un monsieur là-bas. Oui, monsieur. Oui, j'avais une question pour Gérard Tracandi. C'est à toi. Il y a donc 30 exemplaires, c'est ça, de cet ouvrage? 30, oui. Ouais. Oui, 30. Donc, ils sont chacun uniques. 30 exemplaires, mais... oh, non, ils sont tous uniques, oui, absolument. Chacun est unique. Absolument. Ma question était la suivante, mais je ne sais pas si elle est très intéressante et très pertinente, mais je la pose quand même. C'est Gérard faisant 30 exemplaires sur la base d'un objet qui est le même, avec les mêmes blancs et les mêmes... jusqu'à quel point vous faites un travail, j'ose pas dire répétitif. Ouais. Mais, alors. Voilà. Oui. Alors, non, mais c'était même une question que je me suis posée assez rapidement, parce que je ne les fais pas 30 d'un coup. En gros, j'ai travaillé 4 par 4, on va dire. Hein, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire, j'ai 4 exemplaires en route. Ils sont forcément démontés, puisque il va falloir les remettre à plat. Une fois que j'ai fait l'aquarelle, il faut les remettre à plat. Ils retournent là-bas, ils sont remis à plat, et ensuite c'est relié. Donc moi j'ai 4 exemplaires, et bon, je prends, puis il y a le temps de séchage, et puis il faut que ça swing un peu. Si je peux en faire un, et puis le lendemain un autre, etc. Non, j'en ai 4, comme ça, c'est ouvert, ça envahit l'espace, et je fais 7 pages, et je la reprends. Là, j'ai fait des fleurs rouges, là, je les fais jaunes, je les fais vertes, puis là, j'en ai marre de voir du rouge, je les fais. Mais je garde le même... La même histoire, c'est-à-dire par exemple la double page centrale où les fleurs souris. Les fleurs souris, c'est le petit fragment qui me fait partir. Chaque fois, je cherche un fragment, c'est tellement riche. Par exemple, c'est pas un gardeur de troupeau, mais je trouve qu'il est rigolo, donc de temps en temps, je mettais des biquettes. Même si c'est un peu con, mais ça me plaît d'être un peu con aussi avec ce texte. Parce qu'il y a ça aussi chez Cairo. Tu t'autorises à être un peu con. Et de faire des biquettes là où normalement un type un peu intelligent et subtil n'en ferait pas, parce que c'est justement pas un troupeau, c'est des idées. Donc moi je fais des biquettes. Et puis après quand j'en ai marre de faire des biquettes, je fais le type qui joue de la flûte. Mais quand même, ils se ressemblent. Là, l'enfant Jésus, je l'ai fait qui roule la boule, je l'ai fait qui saute, je l'ai fait... Mais c'est toujours l'enfant Jésus. Je n'ai pas changé. Je me suis dit, je ne vais pas prendre un autre morceau, ou je ne vais pas inventer autre chose. Mais l'enfant Jésus, il y a parce que, encore une fois, je reviens à mon histoire, mais c'est comment c'est fait que ça m'intéresse. À la limite, ce qui me plaît, c'est de faire 3 fois le même, mais ce n'est pas le même. Parce qu'il y a des différences. Et je pense qu'il y en a des réussis, des ratés. Ou des moins ratés, ou des peu réussis, enfin, comme vous voulez. Mais enfin, voilà, mais la nuance m'intéresse peut-être plus que... Et moi, j'ai pas beaucoup d'imagination en plus, je suis assez nul, moi j'ai imagination à peu près 0. Donc une fois que j'ai le truc, je le tiens, je le garde. Mais j'essaie de varier par contre. J'essaie de ne pas être répétitif dans le geste. Voilà. Mais iconographie, les tournesols, mon œil comme un tournesol, je ne vais pas mettre un œil au milieu du tournesol. Je me dis, il faut que je fasse un tournesol qui ait la gueule d'un œil, voilà, c'est tout. Mais je garde le tournesol d'un livre à l'autre. Et puis de temps en temps, il y a des thèmes, j'en ai marre, j'en prends un autre, j'ai enlevé le joueur de pipeau, j'ai mis des biches à la place, ou des chèvres à la place, et puis après il y avait une chèvre, puis après il y en a tout un troupeau, puis voilà. Mais il n'y a pas des variantes extraordinaires d'un livre à l'autre. Mais on voit, hein, tout à l'heure, tu as regardé le numéro 2 et le numéro 20 et quelques, on sent bien que c'est pas le même moment. Ça se sent, enfin moi je crois que ça se sent. Je pense qu'au début, j'étais beaucoup plus intimidé. Parce qu'en plus, vous connaissez l'histoire de la page blanche. Moi j'adore, c'est Deleuze qui en parle, il dit c'est connerie la page blanche. Et il a raison, Deleuze. Il te dit, ce truc de la page blanche, c'est connerie la page blanche. Il dit au contraire, la page, elle est super remplie. Le premier truc qu'il faut faire, c'est nettoyer. C'est Deleuze qui dit ça, je trouve ça... Mais vraiment, c'est très pertinent. Pour quelqu'un qui n'a jamais peint, ouais, mais il écrivait, donc c'est pareil.
La page blanche, ça n'existe pas. Mais là, ça existe, l'histoire de la page blanche, enfin, dans le sens, c'est exactement le contraire. Comme elle est déjà occupée par un texte, et puis c'est pas n'importe quoi, par une traduction, par une matière, des matériaux, du papier et tout, j'arrive pour le coup devant un truc qui n'est pas blanc du tout et que je ne peux pas forcément nettoyer. Tu vois la différence ? C'est pas... Et du coup, je pense que c'est ce que j'aurais aimé réussir à faire, mais je sais pas, bon, c'est très difficile. De nettoyer un truc, tu peux pas nettoyer parce que les autres, ils sont venus faire le truc et tout, tu fais avec, quoi. Voilà. Il y a un truc où tu négocies. Et je sais plus où j'en étais. Oui, et les premiers, je pense que j'étais un peu plus intimidé. Mais quand je me lâche un peu trop, des fois, c'est déconnant aussi. Donc, voilà, il faut... Hein. Alors, j'avais quelques pages de secours. J'avais des roues de secours, mais ils m'ont pas gâté. Beaucoup, hein. Franchement, c'est limité. Oui, parce que c'est pas terminé encore. Hein. Il m'en reste 5. Il en reste 5 à faire. Plus de 2 ans. Et ouais, non, parce qu'on ne peut pas faire ça comme ça à la chaîne. C'est ridicule, il faut avoir envie. Donc le truc, c'est avoir envie qui est difficile, en fait. C'est pas après, on s'y met, on se régale. Mais avoir envie, il faut s'y mettre, puis allez, c'est parti après. Bon, et les roues de secours, j'allais utiliser quelques-unes, mais bon, il n'y en a pas tant que ça, là, j'en ai plus par exemple. Alors, voilà, bon. Il en a caché 2. Voilà. Merci. Bon, mais merci, salut.